Peu importe ce que c'était, son corps était très marqué, maigre mais extrêmement dessiné. Je ne sais pas vraiment si cela compte comme quelque chose d'inexplicable, mais voilà ce qui m'arrive. Mon père est mort il y a presque 2 ans. Depuis quelque temps, j'ai des souvenirs de lui. Pas des rêves, pas des images floues ou symboliques, mais de véritables souvenirs, comme si ces moments avaient réellement eu lieu il y a quelques mois. Dans ces souvenirs, je lui parle normalement. Nous avons des conversations simples, naturelles. À un moment, je lui dis qu'il est mort. Je le dis calmement, comme un fait évident. Je dis aussi à ma mère qu'il est mort. À chaque fois, tout le monde me regarde comme si j'étais fou. Mon père me regarde avec un air surpris, presque amusé, et me répond que non, ce n'est pas vrai. Il me rappelle qu'il avait un cancer, oui, mais que le traitement a fonctionné. Il me dit, tu t'en souviens, non, avec une certitude troublante. Ce qui me perturbe le plus, c'est la cohérence de ses souvenirs. Je me rappelle l'endroit où nous étions, la lumière dans la pièce, le ton de sa voix. Je me souviens même de petites choses sans importance, comme un objet posé sur une table ou un bruit venant d'une autre pièce. Rien de tout cela ne ressemble à un rêve. Quand je me réveille, je n'ai pas cette sensation habituelle d'irréalité. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, comme si on m'avait arraché une version de ma vie. Ces souvenirs reviennent régulièrement. Ils ne se répètent pas exactement de la même façon. Parfois, la conversation continue plus longtemps. Parfois, je commence à douter moi-même et je me demande si je me suis trompé, si mon père n'est réellement jamais mort. Puis la réalité s'impose de nouveau, brutalement, et je me rappelle son décès, l'enterrement, l'absence. J'ai essayé d'en parler autour de moi, mais personne ne me croit vraiment. On me dit que c'est le deuil, que mon esprit cherche à se protéger, que ce sont forcément des rêves ou des confusions. Pourtant, au fond de moi, quelque chose résiste à cette explication. J'ai cette sensation persistante qu'il est encore en vie quelque part, comme si une autre ligne du temps existait, et que, parfois, mon esprit y accédait sans le vouloir. Je n'arrive pas à mettre des mots précis sur ce que je ressens. Ce n'est pas seulement de la tristesse ou du manque. C'est une impression étrange de décalage, comme si ma réalité et une autre se chevauchaient par moments. Une fois, j'étais au buffet pour le déjeuner, et près de moi, il y avait une jeune femme avec son enfant. Nous avons reçu l'addition à peu près en même temps, et il était évident qu'elle n'avait pas assez d'argent pour la régler. À ce moment-là, un homme âgé, noir, est entré dans le restaurant. Il s'est dirigé directement vers sa table et a déposé de l'argent. La jeune femme avait l'air choquée, mais je n'ai pas vraiment entendu ce qui a été dit entre eux. Alors que je me levais pour partir, l'homme sortait aussi, et je me suis retrouvé juste derrière lui. Mais une fois dehors, il avait disparu. L'endroit où nous étions ne regorgeait pas de rue ou de passage où il aurait pu se faufiler, et j'étais vraiment à quelques secondes derrière lui. J'ai eu l'impression étrange d'avoir été témoin de quelque chose d'important, quelque chose que je devais absolument retenir, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui me semblait au-delà de l'acte de simple générosité. C'était presque comme si cette scène avait eu un sens plus profond, quelque chose de significatif pour moi, même si je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai repensé à ce moment pendant des jours, me demandant ce que j'étais censé en tirer. Et je n'ai jamais pu oublier l'idée que cet homme, qui semblait apparaître de nulle part, avait fait un geste pour quelqu'un sans rien attendre en retour, avant de disparaître aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Lors de ma première année à l'université, mon tout premier professeur d'anglais avait une habitude particulière. Elle aimait former les binômes au hasard pour que, selon ses mots, on apprenne à travailler avec tout le monde. Un jour, pendant qu'elle faisait l'appel des pairs, je l'écoutais attentivement. J'étais concentré sur sa voix, sur la manière dont elle associait les noms, et j'attendais d'entendre le mien. Les secondes passaient et pourtant rien. Puis, soudainement, elle a dit que tout le monde pouvait rejoindre son partenaire.
Je suis resté immobile sur ma chaise, un peu figé. Je n'avais pas entendu mon nom, ni celui de la personne avec qui j'étais censé travailler. Autour de moi, plusieurs étudiants semblaient tout à fait sûrs d'eux. Les deux filles assises à côté de moi se sont tournées l'une vers l'autre, visiblement ravies, parce que la professeure les avait associées ensemble. L'une d'elles a même dit en riant que quand elle avait entendu leurs deux noms prononcés à la suite, elle avait ressenti une excitation immédiate. Moi, je ne pouvais rien partager de ce moment, seulement un malaise silencieux. J'ai attendu, regardant les autres se déplacer dans la salle, déplacer des chaises, commencer à discuter de l'exercice. Finalement, mon partenaire est venu vers moi, comme si tout cela était parfaitement normal. Je lui ai demandé avec hésitation comment la professeure nous avait associés, et il m'a répondu simplement, comme si la réponse allait de soi. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas elle qui avait sauté mon nom, mais bien moi qui n'avais rien entendu. Ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est la sensation étrange qui a accompagné cet instant. J'avais bien entendu les premiers groupes, puis aussi les derniers. Mais tout ce qui se trouvait entre les deux semblait avoir disparu. Comme si mon esprit avait décidé de s'absenter pendant quelques secondes sans me prévenir. Après le cours, j'ai essayé de me rappeler précisément ce qui s'était passé à ce moment-là. J'ai repassé la scène dans ma tête, j'ai même demandé à d'autres étudiants s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. Personne n'avait rien vu, rien entendu de différent. Je savais pourtant que je n'étais pas fatigué, ni malade. J'avais bu suffisamment d'eau ce jour-là, je me sentais lucide, présent, attentif. Plus tard dans la semaine, cette expérience m'est revenue plusieurs fois à l'esprit. Elle m'a poussé à réfléchir à la fragilité de l'attention humaine et à la façon dont le cerveau peut parfois nous trahir sans raison apparente. Depuis toujours, j'ai eu ces impulsions soudaines de dire des choses qui me viennent comme ça, sans explication, et bien souvent, elles finissent par se réaliser. Les gens autour de moi pensaient que je mentais tout le temps, mais au fil des années, presque tout ce que j'ai dit a fini par devenir vrai. Par exemple, une fois, je parlais à mes amis de l'école et soudainement, j'ai entendu dire que Monsieur B avait été arrêté pour pédopornographie. Mes amis m'ont regardé comme si j'étais complètement folle, parce qu'il s'agissait d'un nouveau professeur qui était censé commencer à l'école très bientôt. Ils ont pensé que j'avais pété un câble. Je vous jure, quelques heures plus tard, c'était dans les nouvelles. Le professeur que j'avais mentionné avait été arrêté, et non seulement il avait de la pédopornographie sur ses appareils, mais en plus, un ancien élève était venu témoigner contre lui pour des comportements inappropriés envers des étudiants. Mes amis ont paniqué et m'ont appelé dès qu'ils ont vu ça à la télé. Je n'avais aucune idée de pourquoi j'avais dit ça. Je n'avais aucune raison de le penser, et pourtant, ça s'est produit. Ce genre de choses m'effraie. C'est comme si je n'étais pas vraiment en contrôle de ce que je dis. J'ai l'impression de ne pas être moi-même quand ces mots sortent. C'est bizarre, presque surnaturel. Et ce n'est pas juste cette fois. C'est quelque chose qui se produit régulièrement depuis toujours. Il y a plein d'autres histoires où ça a complètement stressé ma mère, des choses que j'ai dites sans y penser et qui se sont ensuite produites. Je suis terrifié à l'idée de ce que je pourrais dire par inadvertance, et ce qui pourrait se passer ensuite. C'est devenu un vrai stress pour moi. J'essaie de me contrôler, mais je n'y arrive pas toujours. Je me demande si c'est un genre de sixième sens, ou juste une étrange coïncidence répétée, mais c'est au point où je n'ose plus parler sans réfléchir à deux fois. Il m'est arrivé quelque chose d'étrange l'année dernière, et encore aujourd'hui je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. J'étais dans un bar, assez ivre, assis sur un tabouret près du comptoir. La discussion tournait autour de connaissances communes, puis quelqu'un a mentionné le nom d'une femme qui était récemment décédée. Elle était amie avec nos parents et nous la connaissions depuis longtemps. D'un côté, nous l'apprécions, mais d'un autre, il y avait toujours eu quelque chose de dérangeant chez elle. Elle parlait souvent mal de nous dans notre dos et, avec le temps, on avait tous ressenti qu'elle avait un côté profondément mauvais, comme une méchanceté sincère et assumée. Quand son nom a été prononcé, j'ai commencé à rire doucement, presque nerveusement.
Ce n'était pas un rire joyeux ni moqueur, plutôt une réaction incontrôlée. Sa mort avait été un choc pour tout le monde, et j'étais ivre, mal à l'aise avec le sujet, incapable de gérer correctement mes émotions. Je n'essayais pas d'être cruel ou irrespectueux, mais vu de l'extérieur, ça pouvait clairement sembler déplacé. J'ai senti un léger malaise autour de moi, comme si certains avaient remarqué mon comportement sans rien dire. Environ 20 minutes plus tard, alors que la conversation avait changé et que je regardais distraitement les bouteilles derrière le bar, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Mon tabouret s'est littéralement brisé à l'arrière, d'un coup sec, sans avertissement. Je n'étais pas en train de bouger, je ne me penchais pas en arrière, et je ne pèse qu'un peu plus de 50 kilos. Pourtant, le verre et le bois ont éclaté, projetant des morceaux partout autour de moi. Je suis tombé en arrière, le souffle coupé, incapable de comprendre ce qui venait d'arriver. Pendant quelques secondes, tout s'est figé. Les gens se sont retournés, le barman a crié pour savoir si j'allais bien, et quelqu'un m'a aidé à me relever. J'aurais pu me blesser gravement au cou ou au dos, mais par chance je n'avais rien, à part la peur et un tremblement incontrôlable. Mon cœur battait à toute vitesse, non seulement à cause de la chute, mais surtout à cause de l'impression que quelque chose n'allait pas. Plus tard, en repensant à la soirée, un lien s'est imposé dans mon esprit. Le timing était trop parfait, trop absurde. Une part de moi sait que c'est probablement une coïncidence, un vieux tabouret défectueux, de l'alcool qui amplifie les sensations. Mais une autre part, plus irrationnelle, ne peut s'empêcher d'imaginer cette femme, vexée même dans la mort, tirant le tabouret comme dans un mauvais film. J'ai presque envie de rire en y pensant, mais au fond, cette idée me met encore mal à l'aise. À l'époque où j'étais à l'université, j'allais souvent chez une amie qui habitait à environ 2 pâtés de maison d'une école primaire avec un parc et une aire de jeu vraiment agréable. En dehors des heures de classe, il n'y avait jamais personne. C'est pour ça qu'on y traînait tout le temps. De jour, de nuit, à l'aube, peu importait l'heure. C'était notre endroit pour nous poser, discuter, nous éloigner un peu du reste du monde. On s'y sentait toujours à l'aise. Une nuit, vers minuit, nous venions de manger à l'IHOP et nous avons décidé d'aller nous asseoir sur les balançoires, comme on l'avait déjà fait des dizaines de fois. Dès que nous sommes arrivés dans le parc, quelque chose m'a frappé. Il faisait plus sombre que d'habitude. Pas seulement parce que c'était la nuit, mais comme si la lumière elle-même était différente, plus étouffée. Le parc semblait silencieux d'une manière inhabituelle. Même les bruits lointains de la ville paraissaient absents. Nous étions assis sur les balançoires, à nous balancer doucement, sans vraiment parler. Je faisais plus attention à ce que je ressentais qu'à ce que je voyais. Et soudain, sans aucune raison précise, une peur violente m'a envahi. Pas une petite inquiétude, mais une certitude écrasante que quelque chose n'allait pas. Tout mon corps s'est tendu. J'avais l'impression que chaque instinct en moi hurlait que je devais partir immédiatement. Le parc entier me semblait faux, hostile, comme si nous n'aurions jamais dû être là à ce moment précis. J'essayais encore de rationaliser ce sentiment quand mon amie s'est tournée vers moi. Elle avait une voix hésitante, presque nerveuse, quand elle m'a dit « tu n'aurais pas envie qu'on s'en aille ». À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas seul à ressentir ça. J'ai répondu oui sans réfléchir, et nous nous sommes levés pour retourner vers la voiture. Nous avons fait à peine quelques pas. Peut-être 5 pieds tout au plus. Et là, sans se regarder, sans se parler, nous avons tous les deux commencé à courir. Pas une course hésitante, mais un sprint total, comme si quelque chose nous poursuivait. Nous avons atteint la voiture, sauté à l'intérieur, claqué les portières et je suis parti aussi vite que possible, sans même regarder dans le rétroviseur. Une fois à distance, le silence est retombé dans la voiture. On respirait fort, encore sous le choc. C'est laquelle m'a dit qu'elle avait ressenti exactement la même chose. Cette impression écrasante que le lieu était mauvais, qu'il fallait fuir immédiatement, sans savoir pourquoi. Aucun bruit étrange, aucune silhouette, rien de concret. Juste cette peur pure et soudaine. Ce parc, nous y étions allés des centaines de fois sans jamais rien ressentir de semblable. Et pourtant, cette nuit-là,
quelque chose a changé. Il y a plusieurs années, à l'époque où je jouais aux jeux vidéo jusqu'à 2 ou 3 heures du matin presque tous les soirs, quelque chose de vraiment troublant m'est arrivé. Cette nuit-là, j'avais enfin éteint l'ordinateur et j'étais allongé dans mon lit, la lumière éteinte, en train de traîner sur mon téléphone avant de m'endormir. Ma porte était fermée, la maison était silencieuse, comme elle l'est toujours au milieu de la nuit. Puis j'ai entendu des pas. Pas un craquement vague ou le bruit habituel du bois qui travaille, mais des pas clairs et rythmés sur le parquet. Ils venaient du couloir et se dirigeaient droit vers ma chambre. Sur le moment, je me suis dit que c'était sûrement mon père qui se levait pour aller aux toilettes ou vérifier quelque chose. Les pas se sont rapprochés lentement, jusqu'à arriver juste devant ma porte. Là, ils se sont arrêtés. Je suis resté immobile, le cœur battant, convaincu que la poignée allait bouger d'une seconde à l'autre. Mais la porte ne s'est jamais ouverte. Ce qui était encore plus étrange, c'est que les pas ne sont jamais repartis non plus. Il n'y a pas eu de bruit s'éloignant dans le couloir. C'était comme si quelqu'un se tenait simplement là, devant ma porte, sans bouger. J'avais une sensation oppressante, une certitude presque physique qu'il y avait une présence juste de l'autre côté. Je n'ai même pas envisagé d'ouvrir la porte. Je suis resté figé sous mes draps jusqu'à ce que le sommeil finisse par m'emporter, épuisé par la peur. Le lendemain matin, j'ai demandé à mes parents s'ils s'étaient levés pendant la nuit. Ils m'ont tous les deux répondu non. Personne ne s'était promené dans la maison à 3 heures du matin. Ils ont essayé de me rassurer en parlant du parquet ancien ou de mon imagination, mais ce que j'avais entendu me semblait trop précis pour être un simple bruit. Quelque temps plus tard, une autre chose étrange est arrivée, cette fois à mon père. Un soir, alors qu'il se préparait à aller se coucher, il a entendu le plancher grincer derrière lui. Il a levé les yeux et a vu quelqu'un passer dans le couloir, portant ce qui ressemblait à une longue chemise de nuit. Il a immédiatement pensé que c'était ma mère. Il s'est même retourné pour lui parler, avant de réaliser qu'elle était déjà couchée dans leur lit. La silhouette qu'il avait vue marchait dans la direction opposée à leur chambre. Il n'a pas entendu de porte s'ouvrir ni se fermer après son passage. Mon père est resté là quelques instants, confus, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Quand il nous en a parlé plus tard, il était visiblement troublé, parce que lui non plus ne croyait pas facilement à ce genre de choses. Voici quelque chose de très étrange qui m'est arrivé et que je n'ai jamais réussi à expliquer. J'étais assise sur des gradins avec ma sœur, plutôt vers le haut. Si on laissait tomber quelque chose, ça passait à travers les marches et on ne le revoyait jamais, parce qu'il y avait un grillage derrière pour empêcher les gens de passer sous les gradins, si ça a du sens. Bref, nous étions assises là, en train de plaisanter, et on a commencé à se chamailler pour rire. Elle était assise à ma gauche et je portais une bague à la main droite. La bague était un peu large. Quand j'ai ramené mon bras en arrière, la bague a quitté mon doigt et j'ai entendu le bruit quand elle a frappé les marches métalliques des gradins sur ma droite. C'était ma bague préférée, alors j'ai allumé la lampe de mon téléphone et j'ai essayé de la retrouver, en espérant qu'elle ne soit pas passée à travers les marches. Même une dame assise derrière nous a vu ce qui s'était passé et a essayé de m'aider, mais nous n'avons rien trouvé. J'ai fini par comprendre qu'elle avait dû tomber et que je l'avais perdue pour toujours. J'étais là, complètement déçu, et quelques minutes ont passé. J'ai mis mes mains dans les poches de ma veste. J'ai senti quelque chose dans la poche droite, je l'ai sortie et, incroyable, c'était ma bague. Je n'ai toujours aucune idée de comment elle a pu se retrouver dans ma poche alors qu'elle avait clairement quitté mon doigt, volé sur plusieurs mètres vers la droite et frappé le sol, et que je ne l'avais jamais ramassée. Ce n'est pas très spectaculaire, mais ça reste l'une des choses les plus étranges qui me soient arrivées. Un jour, j'étais dans le salon de ma maison en pleine discussion avec mon partenaire. La conversation était animée mais pas violente, plutôt tendue, comme peuvent l'être certaines discussions importantes. La cuisine se trouvait juste à côté, séparée du salon par un demi-mur avec une ouverture. Sur le plan de travail de la cuisine, au milieu du comptoir, il y avait une bouteille d'eau posée là depuis un moment. Sans aucun avertissement,
la bouteille s'est soulevée dans les airs. Elle a traversé l'ouverture du demi-mur comme si quelqu'un l'avait lancée avec intention, puis elle est retombée sur le tapis du salon. Le mouvement était net, rapide, impossible à confondre avec une chute accidentelle. Nous nous sommes tués instantanément. Mon partenaire m'a regardé, puis a regardé la cuisine, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Nous avons vérifié le comptoir, le sol, les alentours. Rien n'avait bougé d'autre. Il n'y avait ni courant d'air, ni animal, ni objet tombé qui aurait pu provoquer ça. La bouteille n'était pas au bord, elle était bien au centre avant de voler. Le silence qui a suivi était lourd. La discussion avait complètement perdu son sens. Cette maison appartenait à l'origine à ma grand-mère. J'y ai grandi, j'y ai passé une grande partie de ma vie, et j'étais tout pour elle. Elle me protégeait, me défendait, et ne cachait jamais son opinion quand quelqu'un me manquait de respect. En repensant à la conversation que nous avions à ce moment-là, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que quelque chose dans les paroles de mon partenaire ne lui avait pas plu. Après cet événement, l'atmosphère dans la maison a changé pendant quelques jours. Rien d'aussi spectaculaire ne s'est reproduit, mais certains objets semblaient ne plus être exactement là où on les avait laissés. Des bruits se faisaient entendre dans la cuisine la nuit, comme si quelqu'un s'y déplaçait. Mon partenaire a commencé à faire plus attention à ce qu'il disait dans cette maison, même s'il n'osait pas vraiment l'admettre. J'ai vécu une expérience qui a complètement bouleversé ma perception de la réalité, et c'est encore difficile d'en parler sans ressentir un malaise profond. Tout a commencé lors d'une soirée ordinaire passée avec quelqu'un que je considérais comme un ami proche. Sans que je comprenne vraiment comment, j'ai commencé à être convaincu que nous pouvions lire dans les pensées l'un de l'autre. Ce n'était pas une impression vague ou passagère. J'en étais absolument certain. J'avais l'impression qu'il m'avait hypnotisé, ou que quelque chose s'était déclenché entre nous sans avertissement. La soirée s'est transformée en quelque chose d'irréel. Pendant des heures, tout ce que je percevais semblait chargé de sens et de messages cachés. Les visages changeaient de forme sous mes yeux, comme s'ils se remodelaient lentement. Quand je me regardais dans un miroir, je ne voyais plus vraiment moi-même. C'était comme si une autre présence occupait mon reflet, quelque chose de familier et pourtant totalement étranger. Les lieux eux-mêmes semblaient vivants. J'avais la sensation de ressentir l'énergie des endroits où je me trouvais, leur passé, les choses qui s'y étaient produites avant moi. Chaque pièce devenait écrasante, presque sacrée. Les yeux de mon ami me paraissaient se transformer, prenant l'apparence de motifs complexes, comme des kaléidoscopes en mouvement constant. Je croyais pouvoir toucher des sortes d'ondes invisibles avec le bout de mes doigts, comme si l'univers émettait un signal statique auquel j'étais soudainement connecté. À certains moments, j'étais persuadé de percevoir des formes que je définissais comme des entités ou des aliens, non pas comme une peur, mais comme une évidence. Cet état n'a pas disparu avec la nuit. Les 12 heures suivantes se sont enchaînées comme un long rêve éveillé, intense et incontrôlable. Même quand mon corps était épuisé, mon esprit restait prisonnier de cette réalité déformée. Après cela, rien n'est jamais vraiment revenu à la normale. Pendant environ 6 mois, j'ai vécu dans un état qui ressemblait à une psychose. La frontière entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas restait floue. Je doutais constamment de mes perceptions, de mes souvenirs, parfois même de mon identité. Ce qui rend tout cela encore plus difficile à accepter, c'est que je n'ai jamais consommé de drogue psychédélique ni quoi que ce soit de similaire. Pour pouvoir survivre mentalement à ce que j'avais vécu, je me suis accroché à une explication. Je me suis convaincu qu'on avait dû me faire ingérer quelque chose à mon insu. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour donner un cadre à cette expérience, pour ne pas sombrer complètement sous le poids de l'inexplicable. Même aujourd'hui, il reste une sorte de traumatisme latent. Certains souvenirs déclenchent une sensation proche du stress post-traumatique. Ce n'est pas tant ce que j'ai vu qui me hante, mais le fait d'avoir perdu toute confiance dans mon esprit pendant un temps. Cette expérience m'a appris à quel point la réalité peut être fragile, et à quel point l'esprit humain peut basculer sans prévenir, laissant derrière lui des cicatrices invisibles mais profondes.
Le jour où je quittais la maison de mes parents pour m'installer dans un appartement avec des colocataires de la fac, tout était déjà un peu chaotique. Mon petit ami m'aidait à faire le déménagement et nous utilisions sa voiture pour transporter mes affaires d'un bout de la ville à l'autre. La matinée s'était déroulée normalement. Nous avions déjà fait plusieurs allers-retours et il ne restait plus que quelques cartons à récupérer chez mes parents. Nous avons quitté mon nouvel appartement en voiture pour retourner une dernière fois à la maison familiale. Une fois arrivés, nous sommes descendus, prêts à charger le reste de mes affaires. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'il y avait un problème. Impossible de retrouver la clé de la voiture. Nous avons fouillé l'habitacle, regardé sous les sièges, dans le coffre, dans les poches de nos vestes. Rien. Nous sommes retournés dans la maison, avons fouillé le salon, la cuisine, ma chambre, les plans de travail, les sacs déjà prêts. Toujours rien. Plus le temps passait, plus la situation devenait absurde. Nous savions que la clé devait être là quelque part, puisqu'elle avait servi quelques minutes plus tôt. Mon petit ami commençait à s'énerver, moi à paniquer doucement. On a même regardé dehors, autour de l'allée, au cas où elle serait tombée par terre. Aucune trace. Ce qui est encore plus troublant, c'est que mes souvenirs deviennent flous à partir de ce moment-là. Je ne me rappelle plus clairement comment nous avons fait pour retourner à mon nouvel appartement sans cette clé, mais je sais que nous y sommes arrivés. Une fois là-bas, un peu résignés, nous avons décidé de faire une pause et de commencer à déballer les cartons déjà transportés. J'ai attrapé le premier carton posé près de l'entrée, celui que je pensais contenir des objets sans importance. En l'ouvrant, mon cœur s'est arrêté une seconde. Posée bien en évidence, au-dessus des affaires, se trouvait la clé de voiture de mon petit ami. Nous nous sommes regardés sans parler. Il était certain qu'il n'avait pas mis sa clé dans ce carton, et moi non plus. Ce carton avait été fermé depuis un moment et transporté plus tôt dans la journée. Il n'y avait aucune raison logique pour que la clé s'y trouve, encore moins en surface, comme si quelqu'un l'avait déposée là exprès pour être vu. Le reste de la journée s'est déroulé dans une ambiance étrange. Nous avons continué à déballer, mais cette clé est restée dans un coin de nos pensées. On a essayé de reconstruire la chronologie, de trouver une explication rationnelle, sans jamais y parvenir. Quand j'avais environ 5 ou 6 ans, je me suis levé pendant la nuit pour aller aux toilettes. J'ai traversé le couloir et j'ai remarqué que la lumière y était allumée. Je suis donc allé aux toilettes, j'ai fait pipi, je me suis lavé les mains et j'ai un peu joué avec le miroir de l'armoire pendant 1 minute ou 2. Quand j'ai voulu sortir de la salle de bain, j'ai tiré sur la corde de la lumière et rien ne s'est passé. La pièce est restée totalement éclairée. J'ai tiré sur la corde une seconde fois et là, ce que je ne peux décrire que comme une boule de lumière a flotté hors de la pièce et le long du couloir, illuminant tout autour d'elle comme en plein jour. Elle est entrée dans ma chambre et a flotté au-dessus de mon lit. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, plutôt paniqué. Puis elle a flotté au-dessus de mon épaule et est entrée dans la chambre de mes parents. Quand je suis entré, elle planait au-dessus de ma mère endormie. Elle est restée au-dessus d'elle pendant quelques secondes avant de disparaître dans une obscurité totale. J'étais comme paralysé par la peur et je me retrouvais debout dans une pièce plongée dans le noir. Ma mère s'est réveillée et a sursauté en me voyant figé sur place. Elle m'a ramené au lit pendant que je lui expliquais ce que j'avais vu, et elle me réconfortait en disant que c'était un rêve, entre autres choses. Quelques semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte et jusqu'à ce jour, je crois que c'était un signe ou quelque chose de ce genre. La raison pour laquelle je le pense, c'est que quelques années plus tôt, elle avait perdu un enfant, mon petit frère. Il est malheureusement décédé lors de l'accouchement et on lui avait dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant à cause des complications liées à cette naissance. Je me souviens de chaque détail de cette nuit comme si c'était hier, et j'approche maintenant de la trentaine. J'étais parfaitement éveillé et lucide, et pourtant je ne peux toujours pas expliquer ce que j'ai vu cette nuit-là. Il y a quelques années, la voiture de mon partenaire semblait être régulièrement visitée par quelqu'un, sans que cela ressemble vraiment à des effractions classiques. Nous vivions dans une grande ville, donc l'idée qu'une voiture soit ciblée n'avait rien d'extraordinaire au départ.
Ni lui ni moi ne fumions, et nous n'avions pas d'amis fumeurs. Un matin, en montant dans sa voiture, il a remarqué de la cendre de cigarette dans les porte-gobelets. Pas une énorme quantité, mais suffisamment pour être évidente. L'intérieur de la voiture ne sentait pas le tabac froid comme après une vraie séance de cigarette, mais il y avait clairement une légère odeur de cendre. Rien n'était cassé. Rien n'avait été volé, ce qui n'était pas surprenant puisque la voiture était quasiment vide en permanence. Par curiosité, il a ouvert la boîte à gants. À l'intérieur se trouvaient le manuel et quelques papiers. Il a immédiatement remarqué que tout était plus soigneusement rangé que d'habitude. Pas déplacé n'importe comment, mais réorganisé, presque avec attention. Déjà là, la situation devenait étrange. Il a nettoyé les cendres, refermé la voiture et est parti travailler comme si de rien n'était, même si ça lui restait en tête. Le lendemain, la même chose s'est produite. De nouvelles cendres, au même endroit. Toujours aucune trace de cigarette, aucun mégot, aucune brûlure sur les sièges, aucune odeur persistante. Et encore une fois, rien de volé, rien d'abîmé. La voiture était pourtant toujours verrouillée. C'était une Mustang manuelle de 2012, et elle n'avait jamais montré de signe de forçage. Ce scénario s'est répété tous les 2 ou 3 jours pendant une semaine ou deux. À chaque fois, les cendres apparaissaient comme par magie. À chaque fois, la voiture était exactement là où elle avait été laissée, garée de la même manière dans la rue du quartier. Le compteur kilométrique n'avait pas bougé. Personne ne semblait l'avoir conduite. Pourtant, quelqu'un avait clairement passé du temps à l'intérieur. Nous avons commencé à imaginer toutes sortes d'explications. Peut-être que la personne voulait voler la voiture, mais ne savait pas conduire une boîte manuelle. Peut-être qu'elle cherchait des objets à voler, n'avait rien trouvé, et s'était contentée de s'asseoir là un moment pour fumer. L'idée qu'un inconnu utilise la voiture comme un refuge temporaire, juste pour s'y poser quelques minutes, était dérangeante mais étrangement plausible. Ce qui rendait l'histoire encore plus troublante, c'est le soin apparent avec lequel rien n'était dérangé. Aucun vandalisme, aucune trace de passage agressif. Juste ces cendres, répétées, silencieuses, presque méthodiques. On a envisagé d'installer une dashcam pour comprendre ce qui se passait réellement, mais avant même qu'on ait le temps de le faire, tout s'est arrêté. Plus de cendres. Plus aucun signe de présence. Nous avons fini par déménager, et cette voiture n'est plus la nôtre aujourd'hui. Le mystère n'a jamais été résolu. De temps en temps, on en reparle, en se demandant qui pouvait bien entrer dans une voiture verrouillée, ne rien voler, ne rien casser, et repartir comme s'il n'avait jamais été là. J'étais passagère dans la voiture de ma maman et nous attendions à un feu tricolore à une intersection hantée. Les feux obligent à s'arrêter un peu en retrait du bord de la route, ce qui fait qu'on ne peut pas voir la circulation venant du virage. Il y a aussi de grands quais qui longent les trottoirs, donc le virage est complètement aveugle. Le feu passe au vert et ma maman ne bouge pas pendant quelques secondes, en gardant le pied sur le frein. Je lui demande si elle a vu que le feu est vert, elle me répond que oui. Quelques secondes de plus passent. Je lui demande alors pourquoi elle ne démarre pas. La voiture derrière nous klaxonne pour qu'on avance. Elle ne bouge toujours pas. Je lui demande si tout va bien quand soudain une voiture déboule à toute vitesse devant nous, en grillant clairement le feu rouge. Je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle cette voiture roulait, mais je savais qu'elle aurait causé des dégâts graves si elle nous avait percutés, surtout pour ma maman, car elle aurait été frappée de plein fouet de son côté si elle avait avancé dès que le feu est passé au vert. Le plus troublant, c'est qu'il n'y avait absolument aucun signe annonçant l'arrivée de cette voiture. Là où je vis, les gens ne grillent pas les feux rouges, surtout à ce genre de carrefour, ça n'arrive tout simplement pas. J'étais complètement perplexe. J'ai demandé à ma maman comment elle avait su que la voiture allait griller le feu. Elle m'a dit qu'elle ne le savait pas, qu'elle n'en avait aucune idée. Elle avait simplement eu cet instinct qui lui disait d'attendre. Aujourd'hui encore, elle n'arrive pas à l'expliquer. Elle a juste su, à ce moment précis, qu'il fallait attendre. Cela m'est arrivé l'année dernière,
quand j'étais encore au lycée. Je faisais partie de la chorale et nous devions partir à San Antonio pour une compétition. J'étais vraiment impatient, j'y pensais depuis des semaines. Le seul problème, c'est que le départ se faisait très tôt le matin et que je devais être devant le lycée à l'aube pour monter dans le bus. Je m'étais répété toute la soirée que je devais mettre une alarme à 5 heures du matin pour être sûr de ne pas rater le départ. Mais une fois au lit, épuisé, j'ai complètement oublié de la programmer. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'y passait, mais je me rappelle très clairement d'un murmure constant. Des voix basses, impossibles à distinguer, comme si plusieurs personnes chuchotaient juste hors de portée. Dans le rêve, j'avais aussi la sensation que quelque chose s'approchait de mon visage. Ce n'était pas vraiment solide, plutôt comme une forme vaporeuse, presque fumée, qui flottait de plus en plus près. Plus elle se rapprochait, plus les chuchotements devenaient insistants, presque oppressants. À un moment, la tension est devenue trop forte et je me suis réveillé d'un coup. Mon corps était raide, comme si j'avais retenu ma respiration pendant trop longtemps. Ce qui était bizarre, c'est que je n'étais pas du tout dans cet état de demi-sommeil habituel. J'étais complètement éveillé, lucide, le cœur battant vite. Je suis resté allongé quelques secondes, essayant de comprendre ce que je venais de rêver, encore un peu mal à l'aise. Puis je me suis souvenu du bus, du voyage, et de l'alarme que je n'avais probablement pas mise. Avec une pointe de panique, je me suis retourné et j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure. L'écran s'est allumé et j'ai senti un frisson me parcourir. Il était exactement 5 heures du matin. Pas 5 heures 1 minute, pas 4h59. 5 heures pile. Je suis resté figé à regarder l'écran, partagé entre le soulagement et une sensation étrange que je n'arrivais pas à définir. J'ai fini par me lever, me préparer en vitesse et partir pour le lycée. J'ai attrapé le bus à temps, le voyage s'est bien passé, et la compétition a eu lieu comme prévu. Ma famille a des antécédents de capacités surnaturelles comme la vision de l'avenir, le spiritisme, le sixième sens et une sensibilité accrue à l'activité spectrale. La meilleure façon de décrire ce que j'ai vu serait l'équivalent d'un loup-poisson version faucheuse. Quand j'étais petite, vers 8 ou 10 ans, je me promenais avec ma famille dans notre parc de maisons mobiles en zone urbaine. Il y a un endroit de la rue qui se termine en impasse et qui mène vers les bois. En passant devant cet endroit pour rentrer chez nous, je l'ai vu debout entre les arbres. Il était immense, plus grand que n'importe quel loup que j'ai jamais vu, presque aussi grand qu'une personne. Il avait des yeux brillants, je crois blancs ou dorés, et un pelage noir et hirsute. Il me fixait avec un regard triste, comme s'il éprouvait de la pitié pour moi. Puis ma mère m'a appelé et je me suis tourné vers elle. Quand j'ai regardé de nouveau vers le loup, il avait disparu. Plus tard dans la semaine, ma mère a reçu un appel. Son grand-père n'avait plus qu'une semaine à vivre. Ses radiographies s'illuminaient comme un sapin de Noël, montrant de nombreuses tumeurs malignes. Même en étant une jeune fille, cela m'a frappé de plein fouet. Ce loup m'avertissait de quelque chose. Quand j'en ai parlé à mon professeur d'études autochtones, un aîné Micmac nommé Dave, il m'a expliqué que cela pouvait être un esprit venu m'annoncer son départ. Il m'a raconté que lui aussi connaissait les esprits lorsqu'il était enfant, même s'il n'était pas encore connecté à son héritage et à sa foi autochtone à l'époque. Ces esprits sont particulièrement attirés par les enfants et essaient de les protéger et de les guider. Les loups sont souvent perçus comme des protecteurs, et l'animal qu'il voyait le plus souvent parmi ces esprits était le loup. Encore aujourd'hui, je remercie cet esprit de m'avoir aidé, et j'ai demandé à Dave de tenter de le contacter lors de sa prochaine cérémonie de la hutte de sudation afin de le remercier en mon nom. J'espère pouvoir m'immerger dans cette belle culture et recevoir mon nom spirituel et mon clan. Quand j'étais un jeune enfant, j'avais un ballon rouge que j'avais gardé d'un anniversaire, du moins c'est ce que je suppose. Je l'avais rangé dans mon placard, enfoui sous des vêtements, des chaussures et tout un tas d'objets. Ce ballon ne flottait plus du tout. L'hélium ne fonctionnait plus depuis longtemps, alors je l'utilisais parfois comme une balle, sans vraiment y penser. Je me souviens très clairement du jour où tout s'est produit.
Je cherchais quelque chose dans mon placard quand je suis tombé sur le ballon rouge. Il était là, immobile, complètement mou, coincé au milieu du désordre. Je me rappelle avoir pensé qu'il avait l'air triste, presque abandonné, puis j'ai refermé le placard et je suis passé à autre chose. Plus tard dans la soirée, ma mère et moi étions blottis sur le canapé en train de regarder la télévision. L'ambiance était calme, la lumière était tamisée et rien ne semblait inhabituel. Soudain, sans aucun bruit, nous avons tous les deux vu le ballon rouge sortir de ma chambre. Il flottait lentement dans le couloir, comme s'il était porté par quelque chose d'invisible. Il avançait droit vers le salon, exactement à hauteur de nos yeux. Arrivé au bout du couloir, il s'est arrêté net. Il est resté suspendu dans l'air, immobile, face à nous. J'ai regardé ma mère et j'ai vu qu'elle était aussi choquée que moi. Aucun de nous ne parlait. J'ai senti mon cœur battre très fort et une peur étrange m'envahir. Ma mère a murmuré mon prénom, comme pour vérifier que je voyais bien la même chose qu'elle. Nous n'avons pas osé nous lever ni nous approcher. Le ballon est resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Finalement, je ne me souviens plus exactement de ce que nous avons fait. Je crois que ma mère a fini par se lever et aller dans le couloir, mais le ballon n'était plus là. Ma chambre était vide et le placard fermé. Il y a presque 20 ans, mon meilleur ami et moi campions avec ma famille. C'était un endroit où nous avions pratiquement grandi tous les deux, donc nous connaissions très bien les lieux. Bref, comme les petits délinquants que nous étions, nous avons quitté le camping vers minuit, 1h du matin, pour aller fumer un joint. Nous avons marché environ 5 minutes jusqu'à un parc au bord de l'océan, avec une forêt dense qui le longeait. Nous étions sur la plage quand nous avons fini de fumer et nous profitions des étoiles depuis quelques minutes quand nous avons tous les deux remarqué quelque chose à environ 45 mètres plus loin, le long du sentier forestier. J'ai encore du mal à décrire ce que nous avons vu. Environ 6 orbes de lumière sont apparus sur le sentier, qui longeait la plage. Ils se sont alignés horizontalement et ont commencé à se déplacer vers nous. Ces lumières étaient des orbes et, contrairement à une lampe torche, elles ne projetaient aucun éclairage. Pas de faisceau, pas de zone éclairée comme avec une bougie. Aucun arbre aux alentours n'était illuminé. La lumière était plutôt blanche, et non orangée comme celle d'une flamme. Dès qu'elles ont commencé à s'approcher de nous, nous avons été envahis par une peur immédiate et avons décidé de ne pas rester là. Nous sommes partis en courant à toute vitesse. Mon ami a jeté un coup d'œil en arrière pendant que nous courions perpendiculairement à leur position, et il affirme les avoir vus former un cercle et descendre en flottant jusqu'au sol. Après en avoir parlé un moment, nous sommes revenus armés et munis de lampes torchées pour vérifier, mais il n'y avait absolument rien. Je précise que ce n'était pas un endroit où vivent des lucioles, et même s'il y avait eu une intervention humaine derrière ces lumières, elles se déplaçaient vers nous à une vitesse à laquelle personne n'aurait pu avancer dans une forêt dense et plonger dans l'obscurité totale. Aujourd'hui, j'ai la trentaine, une famille, et chaque fois que je revois mon ami, nous en parlons encore, en secouant la tête, toujours incapables d'expliquer ce que nous avons vu. Quelques jours après la mort de mon mari, j'ai remarqué un petit morceau de journal posé sur le sol de la salle à manger. Il était là, bien en évidence, comme s'il venait de tomber. En le ramassant, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était un extrait annonçant la naissance de mon mari, daté de 1962. Je suis resté immobile pendant un long moment, incapable de comprendre ce que je tenais entre mes mains. À ce moment-là, ma belle-mère séjournait chez nous. Quand je lui ai montré le papier, elle a réagi immédiatement en disant que cela venait forcément de son journal intime. Elle m'a expliqué qu'elle conservait toujours cette coupure à l'intérieur depuis des années. Nous sommes allés vérifier ensemble, convaincus que la réponse était évidente. Pourtant, lorsque nous avons ouvert son journal, la coupure était toujours là, parfaitement en place, intacte. Nous nous sommes regardés sans dire un mot. Il n'y avait aucune raison pour qu'une seconde copie existe, encore moins pour qu'elle se retrouve sur mon sol. Les mois ont passé, et même si la douleur restait présente, j'essayais de reprendre une vie normale. Puis est arrivé le jour qui aurait dû être notre anniversaire de mariage.
Cette date me pesait particulièrement et je suis parti travailler avec le cœur lourd. En arrivant au bureau, on m'a dit que j'avais un message sur mon répondeur. Je n'y ai pas prêté attention tout de suite, pensant qu'il s'agissait d'un appel banal. Quand j'ai finalement écouté le message, j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai reconnu sa voix immédiatement. C'était celle de mon mari, claire, douce, exactement comme je l'avais entendue pendant des années. Il a simplement dit « Bonjour ma chérie, je t'aime ». Rien d'autre. Je me suis assise, incapable de bouger, les larmes aux yeux, partagées entre la peur et une émotion immense. J'ai vérifié plusieurs fois le numéro, la date, l'heure, cherchant une explication logique. Il n'y en avait aucune. J'ai fait écouter le message à des collègues, à des proches, à des amis. Tous m'ont dit la même chose, sans hésiter. C'était bien sa voix. Je n'ai pas de voiture et je dois souvent prendre un Uber pour rentrer chez moi après les répétitions d'une production théâtrale, parce que les bus ne circulent plus à cette heure-là. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Le Wi-Fi capte assez mal là-bas, mais heureusement mon adresse est enregistrée comme domicile dans l'application. Un soir, je suis dans l'Uber en train de rentrer quand le chauffeur prend un mauvais tournant. Puis un autre. Puis je me rends soudain compte que nous roulons dans la direction opposée à celle de chez moi. Je regarde l'application et elle affiche une adresse complètement différente de la mienne, de l'autre côté du comté, à environ 20 minutes de route de chez moi. C'était un Uber Pool, donc je ne pouvais pas changer la destination. J'ai supposé que, comme le Wi-Fi fonctionnait mal, l'application avait enregistré la mauvaise adresse, d'autant plus que les deux commençaient par le chiffre 5. Pourtant, j'étais certaine d'avoir appuyé sur le bouton « Domicile ». À mesure que nous approchions de cette destination inconnue, je ne reconnaissais absolument rien. Je n'étais jamais venu dans ce quartier et je craignais que ce soit une maison privée, et que je doive attendre dans l'allée de quelqu'un jusqu'à ce qu'un autre Uber arrive. À ma grande surprise, il s'agissait en fait d'un grand centre commercial bien éclairé. J'ai pu entrer dans un supermarché pour acheter à manger en attendant un nouvel Uber. Quand j'ai commandé le second trajet, j'ai vu que, d'une manière ou d'une autre, cette adresse étrange avait été enregistrée comme « domicile » sur mon téléphone. Un an plus tard, je me préparais à quitter la maison de mes parents pour emménager avec mon copain. Il m'a dit qu'il avait trouvé un super appartement et qu'il avait pris rendez-vous pour une visite, alors je l'ai accompagné. En arrivant au complexe d'appartements, j'ai reconnu ce même centre commercial mystérieux où l'Uber m'avait déposé un an plus tôt. Il se trouvait juste en face de l'immeuble. J'y vis maintenant depuis 1 an et demi et j'adore cet endroit. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de presque surnaturel dans le fait que ce centre commercial ait été inscrit au hasard comme domicile sur mon téléphone. Je rendais visite à quelqu'un dans son appartement. Nous sommes sortis ensemble et, une fois dehors, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes lunettes de soleil. J'ai emprunté les clés, je suis remonté seul, j'ai récupéré les lunettes, puis je suis entré dans l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée. L'ascenseur était vieux, lent, et faisait des bruits métalliques inquiétants pendant la descente. Les lumières clignotaient légèrement et je me souviens avoir ressenti un malaise sans raison précise. À mi-chemin, alors que je regardais les chiffres défiler au-dessus de la porte, j'ai entendu une voix murmurer « Sors ». C'était chuchoté, mais en même temps incroyablement fort, juste contre mon oreille gauche, comme si quelqu'un se tenait derrière moi. Mon corps a réagi avant même que je puisse réfléchir. J'ai hurlé comme jamais auparavant, je me suis plaqué dans un coin de la cabine et j'ai appuyé frénétiquement sur tous les boutons à portée de main. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. L'ascenseur s'est arrêté à un étage au hasard et les portes se sont ouvertes lentement. Je me suis précipité dehors sans regarder derrière moi et j'ai couru dans le couloir jusqu'à atteindre les escaliers. Il n'y avait absolument personne. L'immeuble était ancien, mal entretenu, et situé dans un quartier plutôt dangereux. Il n'y avait pas de caméra de surveillance, ni dans l'ascenseur ni dans les couloirs. J'ai descendu les escaliers à pied, incapable de reprendre l'ascenseur,
et une fois dehors, j'ai rendu les clés en essayant de faire comme si tout allait bien. Sans entrer dans tous les détails, parce que l'histoire serait encore plus longue. Il y a des années, j'ai failli me noyer pendant des vacances à Hawaï. Je ne suis pas une très bonne nageuse et la mer était très agitée, au point qu'ils avaient installé des panneaux interdisant le surf. En passant en voiture de location lors d'un tour de l'île, j'ai voulu m'arrêter. Il y avait quelques personnes dans l'eau et ça avait l'air amusant, alors je suis entré. Pendant quelques minutes, c'était sympa. Puis j'ai soudain réalisé qu'il n'y avait plus personne dans l'eau et que le courant m'avait entraîné rapidement au large. Je me suis retrouvé en difficulté presque immédiatement. J'essayais de nager vers le rivage, mais le courant me tirait de plus en plus loin. Mon petit ami de l'époque était sur la plage en train de rire. Je criais chaque fois que ma tête sortait de l'eau. Il m'a dit plus tard qu'il pensait que je m'amusais, mais je sais qu'il avait peur de l'océan et des requins, et je savais que c'était pour ça qu'il n'avait pas essayé de m'aider. À chaque tentative pour rejoindre la plage, le courant me repoussait encore plus loin. À un moment, j'étais complètement épuisé. Mes bras et mes jambes étaient mous comme du caoutchouc et je n'arrivais plus à nager. J'ai retenu ma respiration et j'ai commencé à couler. En descendant, je regardais autour de moi, le soleil à la surface qui disparaissait peu à peu et toutes les particules autour de moi dans l'eau. Puis j'ai regardé vers le bas, dans le noir de l'océan, et je me souviens avoir pensé que je n'arrivais pas à croire que c'était comme ça que j'allais mourir. C'était surréaliste. Puis l'image de mon petit ami debout sur la plage en train de rire m'est venue à l'esprit, et j'ai réalisé que c'était ce connard qui allait annoncer à ma mère que j'étais morte. J'ai senti une montée d'énergie et j'ai nagé vers la surface. J'ai réussi à remonter et j'ai nagé frénétiquement vers le rivage. J'ai presque réussi, puis j'ai de nouveau été entraîné au large. Mais j'ai continué à nager et soudain, je le jure devant Dieu, j'ai eu l'impression que la main de Dieu me saisissait. Comme une boule de bowling, j'ai été projeté par la vague suivante jusqu'au rivage. J'ai enfoncé mes doigts dans le sable pendant que l'eau se retirait et j'ai rampé de quelques mètres avant de m'effondrer là pendant environ 10 minutes. Mon petit ami de l'époque est arrivé et m'a dit « Eh, ça va ? » Non ? Putain, non. J'étais entré dans l'eau avec un bikini, un short et un t-shirt. Je suis sorti avec seulement le bas du bikini et le t-shirt. Il m'a fallu environ 30 minutes pour arrêter de trembler. Encore aujourd'hui, je jure que c'était la main de Dieu. En octobre 2019, nous rentrions d'un labyrinthe de maïs. Il devait être environ 11 heures du soir. J'étais au volant de mon pick-up et 2 amis étaient avec moi. La route était déserte, entourée de champs et de zones complètement vides. Il n'y avait presque aucun éclairage public et la nuit était calme, sans vent. À un moment, l'un de mes amis a remarqué une lumière étrange devant nous. En levant les yeux, nous avons tous vu la même chose. Une lumière extrêmement vive, presque comme un projecteur ou un énorme phare, brillait droit vers le sol, au milieu de nulle part. Elle semblait suspendue dans les airs, à environ une trentaine de mètres au-dessus du sol. Il n'y avait aucun poteau, aucune structure visible qui la reliait au sol. J'ai ralenti instinctivement. Nous avons baissé la musique et ouvert légèrement les fenêtres, comme si cela pouvait nous aider à comprendre ce que nous voyions. Le silence autour de nous rendait la scène encore plus irréelle. Nous avons cherché un hélicoptère, mais il n'y avait aucun bruit de moteur. Quelques nuages passaient dans le ciel, mais ils ne bougeaient pas autour de la lumière, comme si celle-ci n'était pas affectée par l'air ou le vent. La lumière ne clignotait pas. Elle ne montait pas et ne descendait pas. Elle restait parfaitement immobile, braquée vers le sol avec une précision troublante. En dessous, il n'y avait rien de particulier, juste un champ sombre, sans bâtiment, sans route secondaire, sans activité humaine. Plus nous nous approchions, plus nous réalisions à quel point cela n'avait aucun sens. Nous avons fini par nous arrêter sur le bas-côté. Personne ne parlait vraiment. On se regardait pour vérifier que l'on voyait tous la même chose. L'un de mes amis a proposé que ce soit une sorte d'équipement agricole, mais rien n'expliquait comment une lumière aussi puissante pouvait flotter ainsi. Un autre a évoqué un hélicoptère militaire,
mais encore une fois, aucun son, aucun mouvement. Après quelques minutes, un malaise s'est installé. Sans que l'on se le dise clairement, nous avions tous envie de partir. J'ai redémarré et nous avons repris la route, jetant des regards nerveux par les fenêtres. La lumière est restée là, immobile, jusqu'à ce que la route fasse un léger virage et qu'elle disparaisse de notre champ de vision. Nous n'avons jamais su ce que c'était. Il y a quelques années, un bon ami et moi sommes allés sur le terrain que mes parents venaient d'acheter pour vérifier l'avancement des travaux, c'est-à-dire régler une nouvelle carabine et boire un peu. Après quelques heures, nous traînions au bout de l'allée encore non goudronnée, en finissant quelques bières bien fraîches, quand un pick-up inconnu est monté par l'allée. Un type en est sorti, avec une ambiance inquiétante à la Children of the Corn et une tenue de cadre moyen. Sur le moment, nous étions surtout soulagés qu'il ne ressemble pas à un flic. Il nous a dit bonjour, s'est présenté de façon vague et a commencé à poser des questions assez directes sur nous, sur le prix du terrain, sur les projets prévus pour ces 80 acres perdus au milieu de nulle part. Nous avons répondu de manière tout aussi vague mais polie, lui avons proposé une bière et laissé entendre gentiment qu'il pouvait repartir quand il le voudrait. Ce qu'il a fini par faire, sans se presser. Peu importe. Les gens sont bizarres à la campagne, surtout qu'un ancien acheteur potentiel voulait apparemment transformer l'endroit en élevage industriel de porcs. J'imagine qu'un voisin un peu trop curieux, ça se comprend. On a donc haussé les épaules, repris nos bières et décidé d'allumer un petit feu de camp pendant que la nuit tombait. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Comme nous travaillions tous les deux dans le commerce, nous avions des jours de repos inhabituels, et c'était en pleine semaine. Clairement pas une soirée animée au camping du coin. On a commencé à entendre des bruits bizarres venant des maisons de l'autre côté de la route. Elles n'étaient pas assez proches pour voir clairement ce qui se passait, mais suffisamment pour entendre des gens parler à voix normale. Rien d'anormal jusque-là. Il n'y avait aucun bruit industriel ni de route, le son portait loin. Mais peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de rythmique dans ces sons. Pas musical, mais organisé, presque comme des chants. On commençait à être un peu mal à l'aise, mais ils ne nous dérangeaient pas directement, et après tout nous étions de grands gaillards solides, avec une carabine de chasse dans le coffre, profitant d'une soirée libre avec un feu et les étoiles au-dessus de nous. De temps en temps, on entendait un animal se déplacer dans la lisière derrière nous, et on se disait que c'était génial d'être en pleine nature. Une dizaine de minutes plus tard, tout s'est arrêté. Plus un bruit. Les gens étranges de l'autre côté de la route, la forêt, même le vent, tout est tombé dans un silence total. Avec ce silence, nous avons tous les deux eu soudain l'impression d'être observés. Comme si nous étions au centre d'un stade rempli de spectateurs silencieux, tous en train de nous fixer sans cligner des yeux. Sans dire un mot, au même instant, nous avons jeté de la terre sur le feu et sorti la carabine de son étui. Nous avions tous les deux la certitude que quelque chose n'allait vraiment pas. Puis nous avons entendu un bruit. Il était faible au début, puis de plus en plus fort. Quelque chose courait dans les arbres, faisant un vacarme incroyable, sans se soucier du bruit. La chose s'est arrêtée net à la limite de la forêt. Il y a des ours noirs dans cette région, mais ils évitent généralement les humains. Nous transpirions, respirant à peine. Cette sensation d'être observé par des milliers d'yeux était toujours là, les poils de mes bras et de ma nuque étaient dressés. Le silence est revenu un instant, et nous avons pensé que ce calme était encore pire que le vacarme dans les arbres. Jusqu'à ce que quelque chose hurle. Ça ressemblait au cri d'une femme en train de se faire poignarder à mort. Je n'ai jamais rien entendu de tel de toute ma vie, et j'espère ne jamais réentendre ça. Le cri n'a retenti qu'une seule fois, et ça a suffi. Je crois que nous avons appelé pour voir si quelqu'un était là, mais nous étions tous les deux profondément secoués. Nous avons sauté dans ma voiture et sommes partis à toute vitesse, aussi vite que cette vieille Pontiac pouvait nous emmener. Une nuit, quand j'étais au lycée, quelque chose de très étrange m'est arrivé. J'ai pris une douche comme d'habitude, sans rien de particulier à signaler. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à ressentir une sensation de brûlure dans le dos,
comme un picotement de plus en plus intense. En passant la main derrière moi, j'ai senti du sang. Pas quelques gouttes, mais suffisamment pour que je comprenne que ce n'était pas une petite égratignure. Je suis sorti de la douche en urgence et j'ai essayé de regarder mon dos dans le miroir, en me tordant comme je pouvais. Ce que j'ai vu m'a glacé. Il y avait une entaille parfaitement droite, horizontale, qui allait d'une omoplate à l'autre. Une coupure nette, longue d'environ 30 cm, comme tracée avec une lame. Les bords étaient propres, réguliers, sans aucune déchirure autour. Ce qui rendait la chose encore plus incompréhensible, c'est que je ne m'étais pas déshabillé de la journée, à part pour prendre cette douche. Mes vêtements n'étaient pas abîmés, pas de trous, pas de traces de sang. Je n'avais rien senti auparavant, aucun choc, aucune douleur pendant la journée. Pas de bagarre, pas de chute, rien qui aurait pu expliquer une blessure aussi précise. Je suis resté un long moment devant le miroir, essayant de me souvenir du moindre détail de la journée, cherchant un instant où quelque chose aurait pu se produire sans que je m'en rende compte. Plus j'y pensais, plus cela me semblait impossible. J'ai nettoyé la plaie comme j'ai pu et je l'ai couverte, encore sous le choc. Une fois, ma femme et moi avons vécu plusieurs bugs dans la matrice, sur l'espace de quelques jours. Certains ensemble, d'autres séparément. Le plus marquant et celui qui nous effraie encore tous les deux est arrivé un jour où nous cherchions désespérément la télécommande du climatiseur de fenêtre pour rafraîchir le salon. Nous cherchions tous les deux et avons décidé de regarder ensemble sous le canapé. Juste au moment où j'allais allumer la lampe torche de mon téléphone, un ami m'a appelé. J'ai répondu et il m'a dit qu'il était dehors, alors je suis immédiatement sorti de l'appartement pour descendre lui dire bonjour. La partie vraiment troublante, et sur laquelle ma femme jure sa vie, c'est que dans sa réalité à elle, au lieu que je reçoive cet appel à ce moment-là comme dans la mienne, j'ai allumé la lampe torche, regardé sous le canapé avec elle, nous avons trouvé la télécommande ensemble et nous avons fêté ça. Ensuite seulement mon ami a appelé et je suis sorti. Quand moi, le vrai moi, je suis revenu dans l'appartement, j'ai vu que l'air conditionné fonctionnait, alors je lui ai demandé où était la télécommande. Elle m'a lancé un regard agacé et m'a dit « Comment ça, où est-elle ? C'est toi qui viens juste de m'aider à la trouver il y a quelques minutes. » Je suis presque sûr que je suis devenu livide quand je lui ai expliqué que non, j'avais reçu cet appel plutôt qu'elle ne le disait et que j'étais dehors avec mon ami pendant tout ce temps. Je lui ai même montré l'heure de l'appel dans le journal du téléphone. C'est là que c'est elle qui est devenue blanche, et elle jure sur sa putain de vie que je l'ai aidée à trouver la télécommande et que je ne suis pas sorti ni n'ai reçu l'appel avant que nous ayons célébré le fait de l'avoir trouvé. Nous étions tellement mal à l'aise et confus que nous avons dû arrêter d'en parler. Ça nous donnait la chair de poule, les cheveux dressés sur la tête, et on avait l'impression de devenir fou. Nous sommes tous les deux convaincus que la réalité que chacun a vécue est la vraie. Du coup, aucun de nous ne sait qui était cette personne qui me ressemblait et agissait exactement comme moi alors que j'étais en réalité dehors tout ce temps. Clairement une sorte de bug terrifiant. Après ça, nous avons chacun vécu plusieurs autres bugs effrayants, séparément et ensemble, peu de temps après cette expérience, puis tout s'est arrêté au bout de quelques jours. C'était comme si nous avions déréglé le programme, ou comme si ce premier bug avait provoqué un effet papillon entraînant d'autres bugs, jusqu'à ce que l'univers se stabilise à nouveau là où tout devait être pour tout le monde. Quand mon ami et moi étions au collège, juste après la sortie de Minecraft sur mobile, nous étions assis dans mon salon en train d'essayer le jeu sur nos téléphones. Nous étions côte à côte, concentrés sur l'écran, à poser des blocs et à rire de nos constructions maladroites. À un moment, j'ai reçu un e-message de sa part. Un message banal, quelque chose comme « Hey mec ». J'ai levé les yeux vers lui, je l'ai vu totalement absorbé par le jeu, et j'ai décidé de l'ignorer en me disant qu'il s'ennuyait ou qu'il plaisantait. Je suis retourné à mon écran sans répondre. Quelques minutes plus tard, c'est lui qui a reçu un message. Il a regardé son téléphone, puis moi, et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai répondu instinctivement « Je joue à Minecraft, idiot ». On a rigolé tous les deux, jusqu'au moment où j'ai compris quelque chose.
Il n'avait pas dit cette phrase à voix haute au départ. Il venait de la lire sur son téléphone. Le message venait soi-disant de moi. On s'est regardé, un peu confus. Je lui ai montré mon écran pour lui prouver que je n'avais rien envoyé. Il m'a montré le sien. Aucun de nous n'avait touché à l'application message. Pourtant, la conversation était bien là. Et elle ne s'est pas arrêtée. Les messages ont continué à arriver, alternant entre son téléphone et le mien. Des réponses simples, logiques, exactement ce que nous étions en train de faire. Je joue à Minecraft. Moi aussi. C'est cool. Ouais. À chaque nouveau message, on devenait de plus en plus silencieux. On a même posé nos téléphones sur la table, les mains bien visibles, pour être sûr que personne ne trichait. La discussion s'est terminée toute seule par un dernier message, un simple « Ok au revoir ». Après ça, plus rien. Aucun autre message étrange. Quand on a regardé l'historique, la conversation était toujours là, complète, comme si nous l'avions réellement eue. On a essayé de comprendre. Bug du réseau, problème d'e-message, téléphone piraté. Rien n'expliquait pourquoi les messages correspondaient exactement à la situation, ni pourquoi ils arrivaient alors que nous étions ensemble, à quelques centimètres l'un de l'autre. On a fini par arrêter de jouer ce soir-là, mal à l'aise, avec l'impression que quelqu'un ou quelque chose avait utilisé nos téléphones pour nous imiter. Il y a quelques mois, je dormais dans la chambre de mon appartement. Je précise d'emblée que j'ai déjà vécu des épisodes de paralysie du sommeil, mais cette fois-ci, ce n'était pas ça. Je me suis réveillé et, en me tournant vers le placard, j'ai vu quelqu'un debout devant moi. La personne me tournait le dos et faisait face à l'intérieur du placard. Sa taille et sa silhouette ressemblaient presque exactement à celle de mon frère, ce qui rendait la scène encore plus dérangeante. Le détail le plus troublant était son mouvement. Il oscillait légèrement, presque imperceptiblement, comme un être humain qui respire et dont le corps bouge sans qu'on y fasse attention. Ce n'était pas une posture figée ou irréelle. C'était vivant, naturel, et c'est précisément ce qui m'a glacé sur place. J'ai immédiatement essayé de vérifier si je rêvais encore. Je me suis redressé dans le lit, j'ai cligné des yeux plusieurs fois, au moins 10 fois d'affilée, puis j'ai bougé les bras et les jambes. Rien ne changeait. La silhouette était toujours là, exactement au même endroit, toujours tournée vers le placard. À ce moment-là, mon cœur battait très fort, mais mon esprit était clair. Je pensais de façon logique, j'analysais la situation, ce qui ne m'arrive jamais lors d'une paralysie du sommeil. Après quelques secondes interminables, j'ai fini par lâcher à voix haute un « C'est quoi ce bordel ?» Ma propre voix a brisé le silence de la pièce, ce qui m'a presque rassuré. J'ai alors attrapé la lampe posée à côté de mon lit et je l'ai allumée d'un geste brusque. La lumière a rempli la chambre et la silhouette a disparu instantanément, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté assis un long moment, la lampe allumée, à regarder le placard, puis le reste de la pièce. Rien n'avait bougé. Tout était normal. Je me suis levé pour vérifier l'appartement, ouvrir le placard, allumer les autres lumières, m'assurer que j'étais bien seul. Je l'étais. Je ne peux pas expliquer ce que c'était. Peut-être une hallucination liée au réveil, quelque chose entre le rêve et l'éveil. Pourtant, tout dans mon ressenti me disait que j'étais pleinement conscient. Mon corps répondait, mon esprit fonctionnait normalement, et la peur était bien réelle. Heureusement, cela ne s'est jamais reproduit. Mais depuis, il m'arrive encore, en me réveillant la nuit, de jeter un coup d'œil rapide vers le placard, juste pour m'assurer que rien ne s'y tient à nouveau. Je ne rejette pas complètement l'idée que les fantômes puissent exister, mais je suis clairement du genre à penser qu'il y a presque toujours une explication rationnelle aux soi-disant preuves du paranormal. Cela dit, j'ai vécu une expérience dans ma vie que je n'ai jamais réussi à expliquer. Je venais tout juste d'adopter un chiot carlin. Il était minuscule, au point de pouvoir tenir entièrement dans ma main d'adulte. Vraiment tout petit, fragile, encore maladroit dans ses mouvements. J'avais aussi un autre carlin, très âgé, qui était assis tranquillement contre moi sur le canapé.
Le bébé, lui, explorait lentement le salon, reniflant tout ce qu'il trouvait. À un moment, j'ai lancé un jouet. C'était une petite peluche très légère. Je l'ai envoyée à environ 8 à 10 pieds de moi, uniquement grâce à l'arc du lancer, parce que le jouet en lui-même ne pesait presque rien. Une fois le jouet lancé, je suis retourné sur mon téléphone sans vraiment regarder ce que faisait le chiot. 1 ou 2 secondes plus tard, j'ai reçu le jouet en plein visage. J'étais assis sur le canapé, donc à environ 4 ou 5 pieds du sol, et l'impact était assez net pour me surprendre. J'ai sursauté et j'ai immédiatement regardé dans la direction d'où le jouet aurait dû venir. Le chiot ne se trouvait pas du tout près du jouet. Il était à plusieurs pieds de là, de l'autre côté du salon, près de la table de la salle à manger. Il n'était même pas en train de courir. Il s'était arrêté et me regardait avec un air confus, comme s'il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Le premier problème, c'est que même si le chiot avait été près du jouet, il n'aurait jamais pu se déplacer aussi vite. Il était encore maladroit, trébuchait souvent, et n'avait clairement pas la capacité de traverser plusieurs pieds en 1 seconde. Le second problème, encore plus troublant, c'est la force nécessaire pour lancer ce jouet. Je l'admets, j'ai essayé de reproduire la scène. Je me suis levé, je me suis mis à la place du chiot, j'ai pris le jouet dans ma main et j'ai tenté de le projeter de la même façon. Même en y mettant de l'énergie, je n'arrivais pas à lui donner la trajectoire ni la vitesse nécessaires. J'ai même essayé en imitant un chien, en balançant le jouet de droite à gauche avec mon bras. Je n'arrivais qu'à le faire voler sur 1 ou 2 pieds. Si moi, une adulte, je n'avais pas la puissance ou la coordination pour reproduire ce lancer, il était totalement impossible qu'un chiot de moins d'1 kilo, qui apprenait à peine à trotter sans tomber sur le museau, ait pu faire ça. Il aurait fallu qu'il soit arrivé au jouet, qu'il l'ait projeté avec une force suffisante pour me frapper au visage, puis qu'il ait eu le temps de se déplacer ailleurs et de s'arrêter calmement, le tout en 1 poignée de secondes. J'ai retourné la situation dans tous les sens. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelque chose aurait pu dévier le jouet, rebondir contre un meuble ou être poussé par un courant d'air. Rien ne collait. Mon vieux Carlin n'avait pas bougé d'1 centimètre et n'aurait de toute façon pas pu intervenir. Quand j'étais jeune adolescente, nous avons loué une maison en Angleterre pendant plusieurs années. Dès que j'entrais dans le salon et que je m'asseyais, je voyais toujours la même chose du coin de l'œil. Un homme entrait dans la pièce, se tournait lentement et me fixait. Cela arrivait à chaque fois, de jour comme de nuit, que j'y pense ou non. Dès que je tournais la tête pour le regarder directement, il disparaissait. Et aussitôt que je détournais le regard, il recommençait. Avec le temps, j'ai commencé à en faire une sorte de jeu nerveux. J'essayais de voir jusqu'où je pouvais tourner la tête sans le faire disparaître, en utilisant uniquement ma vision périphérique pour distinguer des détails. Je remarquais toujours son grand chapeau mou, semblable à celui d'un pêcheur, et son long manteau de cuir. Cela me troublait encore plus parce que nous n'habitions pas près de l'eau et rien dans le quartier ne ressemblait à ce qu'il portait. Au début, je n'en parlais à personne, pensant que c'était mon imagination. Mais les choses ont changé quand des amis sont venus dormir à la maison. Plusieurs d'entre eux ont vu le même homme, debout au pied du lit dans la chambre d'amis. Sans que je leur dise quoi que ce soit, ils l'ont décrit exactement de la même manière. Après cela, nous avons commencé à éviter certaines pièces le soir et à laisser des lumières allumées, comme si cela pouvait empêcher quoi que ce soit. Mes parents ont essayé de trouver une explication rationnelle. Ils ont vérifié l'historique de la maison, parlé aux voisins, cherché d'anciens locataires. Rien n'est jamais ressorti. L'homme ne faisait jamais de bruit, ne touchait à rien, mais sa présence semblait consciente, presque attentive. J'avais parfois l'impression qu'il attendait quelque chose, même si je ne savais pas quoi. Finalement, nous avons acheté la maison juste à côté et nous avons déménagé. Dès le premier jour dans la nouvelle maison, je ne l'ai plus jamais revu. Le salon était différent, l'atmosphère aussi, comme si quelque chose avait été laissé derrière nous. Celle-ci est plus douce, mais quand j'avais environ 5 ans,
je faisais un cauchemar récurrent très étrange que j'appelais l'homme fait de bois. Il ressemblait à une version bien plus inquiétante du phasme dans le film Mille une pattes, sauf qu'il avait 2 têtes. Dans le rêve, je savais toujours qu'il allait arriver avant même de le voir. Quelqu'un vomissait ou bien on trouvait du vomi par terre quelque part. Juste après ce signe, il apparaissait, m'attrapait et s'enfuyait avec moi, et le rêve s'arrêtait aussitôt. Ce qui est étrange, c'est que je n'avais aucune idée de l'origine de ces cauchemars. En réalité, j'aimais plutôt le personnage du phasme dans le film et rien ne m'était arrivé dans la vraie vie qui aurait pu expliquer des rêves aussi précis. Malgré la peur du moment, ce cauchemar faisait partie de mon quotidien, comme une histoire que mon esprit se répétait encore et encore. Avec le temps, j'ai commencé à réagir différemment dans le rêve. Un soir, au lieu de paniquer, j'ai cessé de fuir. La peur s'est dissipée presque immédiatement et l'homme de bois n'est plus jamais réapparu après cela. Les années ont passé sans que j'y pense vraiment. Puis l'an dernier, autour d'Halloween, je faisais une mission pour mon église. Un jour, sans raison particulière, j'ai raconté cette histoire à mon compagnon de mission. Nous avons parlé du côté étrange et inexpliqué de ce souvenir d'enfance, en plaisantant à moitié sur le fait que certains rêves semblent nous suivre sans raison. Ce soir-là, nous avons dîné chez un couple européen âgé de notre église. En entrant dans leur maison, mon cœur s'est presque arrêté. Dans l'entrée, suspendue au plafond, se trouvait une silhouette grandeur nature. Elle était faite de bois, avec des formes allongées et inquiétantes, et ressemblait exactement à l'homme de mes cauchemars. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que mon enfance venait de me rattraper d'un seul coup. Le couple a expliqué que c'était une décoration ancienne qu'ils sortaient chaque année pour Halloween, sans se douter de l'effet qu'elle produisait sur moi. Pour faire court, à la fin de l'été 2008, je me trouvais caché dans des buissons derrière les portes arrière du casino Rama. J'étais allongé au sol, dissimulé par la végétation, en train d'attendre de mourir. J'avais tenté une dernière fois ma chance au jeu, perdu absolument tout ce que j'avais, puis jeté mon portefeuille avant de m'étendre là, sans plan précis, simplement décidé à en finir. Je suis resté dans ces buissons pendant environ 5 heures avant que quelqu'un ne me découvre et que je sois emmené à l'hôpital. Durant ce laps de temps, entre l'épuisement, la honte et une sorte de vide total, ma perception du monde semblait étrange, comme si j'étais déjà à moitié absent. À un moment donné, un petit animal a traversé ma jambe. C'était une sorte de rongeur, mais pas comme ceux que j'avais l'habitude de voir. Il se déplaçait de manière saccadée, nerveuse, avec des mouvements brusques, et son regard allait dans toutes les directions comme s'il était terrifié. Pourtant, il a marché sur moi comme si mon corps faisait partie du sol. Il ne semblait absolument pas conscient qu'il passait sur un être vivant. Je n'ai jamais revu un animal semblable depuis, et je suis incapable de dire de quelle espèce il s'agissait. Ce n'était pas seulement son apparence qui m'a marqué, mais son comportement, comme s'il n'était pas tout à fait à sa place, ou comme s'il traversait ce lieu par obligation plutôt que par choix. À cet instant, j'ai eu l'impression étrange d'être invisible, déjà sorti du monde des vivants, même aux yeux des animaux. Plus tard, en repensant à cet épisode, une autre idée m'est venue. Le casino se trouve sur des terres de réserve autochtones. Il m'est arrivé de me demander si ce rongeur n'était pas autre chose qu'un simple animal. Peut-être une forme d'esprit curieux, attiré par la présence d'un homme prêt à mourir dans ces buissons. L'idée peut sembler irrationnelle, mais dans cet état, tout semblait chargé d'un sens particulier, comme si le lieu lui-même observait ce qui se passait. Je ne suis jamais retourné là-bas. Pourtant, il m'arrive encore de penser à cette réserve, et à l'étrange calme de ce moment. Une part de moi s'est demandé ce qui se passerait si je repassais un jour par cet endroit, simplement pour voir si quelque chose, ou quelqu'un, montrerait le moindre signe de reconnaissance, comme si cette terre se souvenait encore de l'homme brisé qui avait attendu la mort dans ces buissons. Je faisais du backpacking avec quelques amis dans les forêts du nord du Wisconsin. C'était le début de l'hiver, pas vraiment enneigé, juste très froid. Nous étions à environ 3 jours de voyage et la nuit commençait à tomber, alors nous avons décidé de quitter un peu le sentier pour chercher un endroit où installer le camp.
Le soleil se couchait. C'est là que les choses sont devenues étranges. Très, très étranges. Nous avons aperçu une zone qui ressemblait à une petite vallée, peut-être un bosquet. Juste quelques petites collines d'environ 3 mètres de haut, avec des arbres au sommet. Comme je l'ai dit, c'était le début de l'hiver et il y avait à peine de la neige au sol. Quand nous avons commencé à rouler vers cette vallée, la neige est devenue de plus en plus épaisse. Beaucoup plus épaisse. On est passé de 5 cm à 15, puis 20, puis presque 30. Il y avait surtout des conifères et quelques arbres dont les feuilles n'étaient pas encore totalement tombées. Nous avons dû pousser nos vélos à pied. Nous avions tous envie de faire demi-tour et de trouver un autre endroit. Mais nous devions arriver là où nous allions. C'est un truc de cycliste. Et dès que je pensais à faire demi-tour, je me mettais à penser à quel point cette petite vallée avait l'air agréable. C'était comme si quelque chose d'autre pensait à ma place. Un peu comme quand on est légèrement ivre. Mes amis se regardaient entre eux, comme si on ressentait tous quelque chose d'étrange. Nous avons continué vers le bosquet. Puis il a commencé à faire très ensoleillé et étonnamment chaud. Pourtant la neige restait à environ 30 cm et ne fondait pas du tout. Nous ne l'avons pas vraiment remarqué au début, jusqu'à ce que mon ami, appelons-le Jeff, enlève sa veste. C'était comme quand quelqu'un dit « ne te gratte pas le visage » et que soudain ton visage te démange. On a tous réalisé à quel point on avait chaud et on a commencé à transpirer. Comme si on était chaud de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. C'est très difficile à décrire. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons entendu des feuilles bouger dans les arbres. Le bruit était beaucoup trop fort pour venir des quelques feuilles restantes sur les chênes et les érables. C'était le début de l'hiver et le conifère le plus proche était à une centaine de mètres. Pourtant ces bruits de feuilles semblaient juste au-dessus de nous. J'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment. Cette sensation très claire de « on n'est pas censé être ici ». La plupart de mes amis ne remarquaient rien, mais mon ami que j'appellerai Eric m'a lancé un regard qui disait clairement « toi aussi tu ressens ça ». Nous avons posé notre matériel, appuyé nos vélos contre un arbre, puis nous nous sommes installés et avons joué à quelques jeux. Plus tard, quand il a commencé à faire sombre, nous avons monté les tentes, sorti notre petit réchaud pliant et installé notre équipement. Nous avons discuté, bu et fumé des cigarettes. L'ambiance était bonne pendant plusieurs heures. Eric a fini par dire qu'il valait mieux dormir vu l'heure tardive. Nous sommes allés dans les tentes et nous nous sommes installés pour la nuit. Enfin, oui. Il y avait 2 tentes et 3 personnes par tente. C'est là que ça est devenu vraiment effrayant. Vraiment terrifiant. Une fois que tout le monde dormait, je me suis réveillé en sursaut. J'entendais des animaux courir autour des tentes depuis une dizaine de minutes et ça commençait à m'agacer. Je me suis redressé dans mon sac de couchage et j'ai ouvert la petite ouverture de la tente. Pour poser le décor, nous étions toujours dans les forêts du nord du Wisconsin, au début de l'hiver, dans cette vallée étrange. J'ai vu des coyotes. Rien de grave en soi. Nous étions 6 humains contre eux. J'ai refermé doucement l'ouverture et j'ai essayé de me rendormir. Impossible. Je n'avais pas peur des coyotes, mais je savais que quelque chose d'autre était là dehors. J'avais un pressentiment horrible. J'avais l'impression que la peur coulait dans mes veines comme un liquide. C'est la seule façon de le décrire. Puis j'ai entendu un couinement, suivi d'un gémissement, puis un bruit sourd. Ensuite, les petites pattes des coyotes qui s'enfuyaient. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qui avait pu provoquer ça. Puis j'ai réalisé. Et là je me suis dit que quelque chose n'allait vraiment pas. Quelque chose de très gros avait dû en frapper un. Une odeur absolument immonde s'est répandue. Un mélange de moisis, de lait brûlé et d'odeur corporelle. J'ai pensé que c'était peut-être un ours, alors j'ai attrapé ma bombe de spray anti-ours dans mon sac, ainsi que mon pistolet. J'ai ouvert la tente aussi vite que possible et je me suis figé. Je ne pouvais plus bouger. Pas à cause de la peur. Physiquement incapable de bouger. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais la créature en était la cause. Ce que je sais, c'est que ce n'était pas un ours. Elle s'est redressée.
Elle m'a fixé pendant environ 3 minutes. Peu importe ce que c'était, son corps était très marqué, maigre mais extrêmement dessiné. Ses yeux étaient noirs avec des pupilles bleues. Sa tête avait la forme d'une chaussette à l'envers, et son crâne tremblait légèrement quand elle se tenait droite. Elle était immense, peut-être 4,50 m. Sans poils. Longiligne et très mince. Sa peau était entre le beige et le translucide, très lisse et brillante. Elle avait de longs bras et de longues jambes. C'était clairement humanoïde, mais les proportions de ses membres étaient étranges par rapport à celles d'un humain, presque canine ou féline. Son cou faisait environ 30 cm et semblait composé de couches, comme des branchies, mais en peau. Elle respirait de manière rauque, comme un vieux fumeur. Ses doigts étaient très longs et recourbés, sans ongles visibles, se terminant en pointe, comme la mine d'un crayon. Sa bouche était circulaire. Je comprenais ce qu'elle pensait, pas avec des mots, mais plutôt ses intentions. J'espère que c'est compréhensible. Je ne pouvais pas bouger parce qu'elle ne voulait pas que je bouge. Elle m'étudiait. Elle savait ce que je pensais. Elle savait que j'allais lui tirer dessus. Elle ne voulait pas que nous partions. Elle voulait simplement se sentir en sécurité et en confiance. Elle était seule. Elle m'a relâché après environ 30 secondes. Je me suis assis sur un rocher sans la quitter des yeux. Quoi qu'il arrive, je n'arrivais pas à rompre le contact visuel. Je ne me sentais pas en danger. Puis, entre sa respiration lourde et ce regard dérangeant, j'ai entendu un murmure très doux, presque comme une voix d'anime, dans mes 2 oreilles. La voix a dit « Le vert est la couleur de la vie ». Elle m'a regardé comme pour confirmer, a cligné des yeux, puis a dit « D'accord, au revoir maintenant ». Elle a fermé les yeux et j'ai eu l'impression qu'on me versait des gouttes vertes dans les yeux. Quand elle les a rouverts, cette sensation a disparu, et elle est partie dans les bois à une vitesse absurde, peut-être 50 km/h. Il y avait une traînée de neige projetée derrière elle, mais aucune empreinte. Je n'ai pas osé la suivre. Je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai très bien dormi cette nuit-là. Au réveil, mon ami Jeff, qui était dans l'autre tente, m'a dit qu'il avait fait un rêve décrivant exactement toute la scène. Il disait que ça lui semblait réel et je lui ai répondu que ça l'était et je lui ai raconté tout de mon point de vue. Après ça, tout est redevenu relativement normal, à part des cris gutturaux au milieu de la nuit et Jeff et moi complètement terrifiés. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.